Merci beaucoup Jean-Paul Delevoye. Donc on va peut-être faire réagir Maître Guillermou sur déjà une ou deux questions. Oui, moi j'ai noté effectivement que la singularité est souvent dérangeante et que c'est certainement le talon d'Achille de nos sociétés. Je pense que si nous voulons œuvrer effectivement à une véritable conception des droits fondamentaux qui, au-delà de la problématique des personnes en situation de handicap, interpelle nos sociétés sur notre futur, comment on situe chacun d'entre nous, l'individu dans nos sociétés, et comment on lui reconnaît sa place et comment on le respecte, il nous faut poser la question de la singularité. Et je trouve que ce qui est intéressant dans la question en particulier de la capacité de l'article 12 de la Convention internationale et des mesures de protection, c'est que la relation sociale est fondée sur la frontière entre des sujets et que le fait que chacun d'entre nous soit un sujet au sens philosophique du terme, avec une unicité, et je crois que c'est extrêmement important ce concept d'unicité que vous avez rappelé, c'est-à-dire que la différence est une richesse, et à chaque fois que nous stigmatisons cette différence, nous nous appauvrissons nous-mêmes et nous appauvrissons le corps social, eh bien, cette différence est une richesse parce qu'elle nous permet d'aborder l'unicité de l'autre. Et si nous ne savons pas respecter la frontière de cette unicité, que nous la détruisons, eh bien, nous nions les droits fondamentaux. Et je crois que le débat que nous avons aujourd'hui, justement, c'est cette façon que nous devons avoir d'aborder les droits fondamentaux, de leur donner vie, cet effort que nous avons à faire pour leur donner vie, qui ne soit pas un écrit abstrait, et comment nous allons aborder cette unicité. Et donc, moi, la question que je voudrais peut-être me permettre de vous poser, c'est est-ce que pour vous, aujourd'hui, il y a des moyens pour essayer de faire en sorte que ces concepts qui sont très abstraits, nous arrivions tous, toutes et tous, parce que nous sommes là dans le même état d'esprit, à leur donner une vie dans nos sociétés. On a l'impression, enfin moi en tant que praticien du droit, donc je suis souvent sur le terrain en tant qu'avocat avec à gérer ce genre de dossier, puisque je défends des personnes en situation de handicap, j'ai l'impression souvent que, très souvent de la part des praticiens, les droits fondamentaux sont une pure abstraction, une sorte d'esthétisme intellectuel vécu par certains spécialistes de la matière qui se feraient plaisir sur le plan éthique ou philosophique et qui finalement se donneraient eux-mêmes du baume au cœur, mais qu'il y a un certain mépris en même temps par rapport aux contraintes du réel de la part de ces praticiens. En disant, mais moi je suis dans le concret, dans l'action, dans la nécessité de la décision, je ne vois pas pourquoi vous venez m'embêter avec ces subtilités qui sont très contraignantes dans ma vie quotidienne parce que j'ai des décisions à prendre. Autrement dit, la rencontre entre l'action et la réflexion. Des idéaux très hauts, très élevés, et c'est toute la richesse philosophique que nous avons en commun, d'avoir su les écrire au niveau de la Convention internationale, et en même temps une très grande difficulté à les mettre en œuvre. Alors il y a certainement un travail de sensibilisation des praticiens, sûrement, mais cette sensibilisation elle est culturelle, elle est en même temps peut-être dans le plus profond d'entre nous aussi en termes de sensibilité humaniste. Moi ce qui me pose question, et évidemment je ne sais pas s'il y a vraiment des solutions, je suis persuadé qu'il y en a, on est toujours dans l'espérance que vous citiez, comment essayer de mettre en œuvre ces droits, comment sensibiliser notre société, quel rôle pouvons-nous avoir tous dans ce rôle? Je suis sensible à votre interrogation parce qu'en réalité j'avais commis dans mon rapport de médiateur quelque chose qui m'avait totalement fasciné, c'est que je ne crois pas à la simplification, donc je crois à la complexité. Et j'avais été très frappé de voir qu'il y avait un principe que m'avait rappelé Madame Caron-Léglise, c'est que nul n'est censé ignorer la loi. Or, en réalité, tout le monde aujourd'hui ignore la loi. Mais ça veut dire que donc il y a une réflexion à mener sur l'appropriation de la loi comme règle de vie collective et non pas comme de contrainte individuelle. Très souvent, on a l'impression d'un regard vis-à-vis d'un avocat comme quelqu'un qui est là pour défendre mes intérêts, donc on a une vision consumériste. Je ne veux pas que le juge soit juste, je veux qu'il fasse mal à celui qui m'a fait mal. Je ne veux pas que le prof soit bon, je veux qu'il mette 20 à mon gamin. Donc on a perdu, et je crois que là, politiquement, il y a quelque chose d'extrêmement préoccupant qui s'est installé depuis une vingtaine d'années, c'est qu'on a préféré perdre un citoyen, mais pas perdre un électeur. Et donc, on a perdu le sens des valeurs. Je fais un tout autre rappel, c'est-à-dire que moi, je me souviens de Larocque, qui avait créé la sécurité sociale, et qui, dans les années 47, disait « Nous devons mettre en place des systèmes de solidarité dont le principe serait non pas de soumettre l'individu qui perçoit cette solidarité, mais de le grandir. » Et 40 ans après, il disait « Je suis extrêmement préoccupé, car je m'aperçois que les principes de solidarité que nous avons construits ont disparu,
que nos systèmes de solidarité sont devenus des tiroirs d'encaissement, des lieux d'encaissement et des lieux d'exigence de droit. Et l'on voit bien qu'aujourd'hui, le regard que l'on a sur la justice, c'est un regard consumériste. Je vais vous voir, monsieur l'avocat, mais il faut que vous en fassiez baver à mon époux qui m'a quitté, etc. Et on n'est pas du tout, on a perdu la notion de l'équité, la notion de l'équilibre et la notion de vie collective. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un système où le droit, c'est la négation de l'autre et la punition de l'autre, et non pas le respect d'une règle collective, même si je ne l'ai pas respectée. Le deuxième élément, c'est qu'on s'aperçoit qu'à partir du moment où je ne crois plus à l'application du droit, parce que je m'aperçois que celui qui, tout le monde fait, ne respecte pas la loi, gagne plus d'argent, etc., etc. Si je ne crois plus à la force du droit, je revendique le droit à la force. Et nous sommes en train d'avoir une radicalisation des rapports humains qui est en train d'émerger. Et nous sommes en train de voir que tout compte fait, mon confort personnel, c'est sur le rejet de l'autre et même la violence avec l'autre, avec la loi du plus fort. Et donc tous les principes révolutionnaires qui avaient dit la loi est là pour protéger le faible et la loi est là pour mettre à bas les privilèges, c'est en train de répartir à toute vitesse parce que celui qui a du temps, celui qui a de l'argent, celui qui a des moyens, tout compte fait, eh bien, il arrive à s'en sortir. Et moi qui respecte la loi, je ne m'en sors pas. Donc là où vous avez raison, il y a un vrai combat à mener, mais qui passe probablement par 10 ans de réappropriation dans les systèmes éducatifs, dans les systèmes de solidarité de proximité. Et il y a peut-être une opportunité, mais je n'en suis pas sûr. Il y a peut-être une opportunité parce que, curieusement, l'économie dans laquelle nous rentrons par le numérique est une économie qui est en train de mettre en place la notion de l'économie du partage, de l'économie du savoir, de l'économie de l'échange. Et que nous voyons réapparaître des solidarités de proximité qui sont assez fascinantes. Et je vois que la personne qui subit quelquefois un double fardeau, celui de voir une personne différente et celui d'assumer le poids de cette différence parce que la société a tendance à ne pas lui offrir, parce qu'on ne parle pas beaucoup des accompagnements, et que le vieillissement de la population va aussi amener un basculement de personnes de plus en plus importantes dans la vulnérabilité qu'on n'imagine pas. Ce sont des phénomènes absolument incroyables. Et donc moi je suis attentif au fait que de me dire, est-ce qu'il n'y a pas un problème de philosophie et de culture? C'est-à-dire que quand vous regardez par exemple les femmes d'origine maghrébine, elles ont un regard vis-à-vis des personnes âgées qui est extrêmement positif par rapport à nos sociétés occidentales. Quand vous regardez les sociétés africaines, elles ont un regard pour les personnes différentes de façon assez extraordinaire. Et nous, on est plutôt dans le rejet de la différence. Et donc, moi, je pars d'un principe que cette bataille, elle est philosophique et culturelle quand on veut la mettre trop cartésienne. Nous sommes trop cartésiens, me semble-t-il. Et qu'il y a la règle, elle s'applique. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait un vrai débat sur l'appropriation. Je crois beaucoup aujourd'hui à des forums citoyens, je crois beaucoup à des universités populaires, je crois beaucoup que les maires sur le territoire devraient faire des lieux d'échange et de savoir. Je vois des expériences tout à fait fascinantes se mettre en place sur quelque chose que nous on avait connu à l'époque avec les associations familiales. C'était une personne inspirante qui a un crédit dans un quartier et qui permet aux gens de pouvoir se parler. Et moi, j'ai bien vu que, malheureusement, on s'aperçoit que les choix budgétaires ne sont pas de ce sens-là. Quand on mettait, et je sais que les avocats avaient accepté de faire des permanences, nous avions, au niveau du médiateur, créé des maisons du droit ou d'accès au droit dans les quartiers, pour que les gens puissent venir exposer leurs difficultés et de venir entendre quelqu'un qui pouvait éventuellement les guider sur des choix, sur des solutions, sur des accompagnements. Je crois à cette mécanique qui est en train de se mettre en place, mais paradoxalement, le système considère que le temps passé à discuter avec l'autre est un temps non productif. C'est-à-dire que, par exemple, la tarification hospitalière pour un chirurgien, c'est de dire il faut opérer. Le temps que vous passez avec votre malade, c'est du temps perdu. Or, le contrat de confiance d'un médecin et d'un patient, même sa guérison, sera directement proportionnelle à la confiance qu'il aura au praticien. Et l'on voit bien que à Pôle emploi, on juge les gens sur le nombre de rendez-vous, pas sur la qualité du rendez-vous. Et l'on voit bien que ça, c'est des choses sur lesquelles, cette conquête du temps, c'est certainement quelque chose sur lequel nous devons être attentifs. C'est que le temps passé à écouter l'autre, à lui permettre de longer, c'est un sujet majeur sur la dignité de la personne, parce qu'aujourd'hui, un traitement purement numérique fait que les gens qui vont à un guichet avec un problème énorme sur les bras, eh bien, la personne, mais très naturellement, passe son temps à dire quel est votre nom, elle passe son temps avec l'ordinateur pour découvrir votre fiche et pas avec vous en ne vous regardant pas. Donc je crois qu'il y a aujourd'hui toute une série de réflexions à mener sur nos pratiques d'accueil,
Quand je vais à un palais de justice, on me dit non, je ne peux pas vous donner de conseils parce que sinon je suis juge et partie, etc., etc. On s'aperçoit que le système se protège. Donc, à mon avis, si on inverse tout cela, on n'est plus dans la protection du système, on est dans l'adaptation du système à l'écoute de la personne. Mais c'est culturel. Moi, quand j'étais médiateur, la première chose qu'on m'a dit, il ne faut pas parler de la médiature. Et j'ai dit, pour quelle raison? Ben, on m'a dit, si tu parles de la médiature, tu vas avoir beaucoup de dossiers. Mais oui, mais c'est comme ça. Donc, voilà. Et donc, je crois qu'il y a une inversion possible aujourd'hui. Si elle ne se fait pas, il faut éviter l'ubérisation des services, parce que ça aussi, ça peut marcher. Parce qu'en réalité, tous les services qui vont entourer la personne différente, quelle que soit sa différence, financière, sociale, est-ce que ça va passer par une association, par une entreprise ou par une plateforme de services? Or, dans les quartiers, il y a des tas d'expériences. Je vois, il y a Lulu auprès du métro Saint-Paul, il y a un type fabuleux qui a passé 10 ans à Emmaüs, qui vient de créer Lulu dans mon quartier. C'est-à-dire que vous avez du temps à consacrer à l'autre, vous allez le dire, et puis la personne qui a besoin de temps, elle va le dire, et dans la connexion, sur 200 mètres d'espace, il a 250 contacts par jour. Donc je crois qu'il y a aujourd'hui moyen de casser les barrières de l'isolement par cette proximité, cette solidarité qui va se mettre en place avec des lieux de contact de proximité. Mais derrière, ce que vous dites, c'est le chemin du droit, de l'application du droit et l'adaptation du système. Ça, c'est un autre parcours et un autre combat sur lequel je n'ai pas forcément de réponse. Mais ça passe aussi quelquefois par l'attitude des professionnels aussi. Et des médecins, etc., etc. Donc, je veux dire, par exemple, on voit bien que sur la problématique de la détection précoce, je m'aperçois que si on ne joue pas sur la formation professionnelle des médecins tout au long de leur vie, parce qu'en France, on a aussi le culte du diplôme. C'est-à-dire que si vous voulez savoir s'il y a la différence entre un Français et un Américain, c'est le Français, au bout de 2 heures de rencontre dans un pays étranger, il vous dira s'il a eu une mention au bac ou pas, ou s'il a fait l'ENA ou pas. L'Américain vous dira le nombre de voitures qu'il a, le nombre de dollars qu'il gagne. Donc, non, mais je dis ça parce qu'en France, on a le culte du diplôme, et parce qu'on est diplômé, on croit qu'on est intelligent toute sa vie. Résultat, si on n'a même pas les médecins à adhérer à une formation continue, au bout de 20 ans de pratique, ils ne connaissent plus les maladies nouvelles, ils ne connaissent pas les trucs, etc. Et on a une capacité de détection précoce des handicaps. Bon, voilà. Donc, et tout ça, c'est à revoir. Mais je crois que c'est assez fascinant. Il faut être dans l'espérance, parce que la situation négative d'un système et les défauts du système peuvent nous amener à rebondir pour reconstruire une espérance nouvelle. Et je crois qu'aujourd'hui, la dimension humaine et la valorisation du capital humain fait que je ne connais pas un prof qui s'enrichit de l'échec de ses enfants. Je ne connais pas un médecin qui s'enrichit de passer à côté. Je ne connais pas un avocat. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut, si vous voulez, c'est toujours l'éternel débat des psys. Est-ce que l'homme est mauvais ou l'homme est bon? En fin de compte, l'homme n'est ni bon ni mauvais. C'est à nous de faire en sorte qu'il soit bon. Vous dites 3 choses essentielles sur lesquelles j'aimerais aussi vous faire réagir. D'une part, c'est l'appropriation. L'appropriation du cadre juridique, l'appropriation des notions. Et donc ça suppose évidemment un travail et sans doute de nous inspirer de démarches non pas françaises, mais extérieures à nous, par exemple, la manière dont on applique les concepts, dont on partage les concepts, qu'ils soient sociaux, sanitaires ou juridiques. Et donc ça, on a probablement un travail très important à faire d'appropriation du cadre juridique. On a aussi, et c'est ce que vous dites de manière très forte, à partager, parce qu'à s'approprier les concepts, c'est aussi pour les partager avec chacun d'entre nous, et en particulier les personnes qui sont en situation de demande. Et puis vous dites, il faut travailler avec les personnes inspirantes, ou de confiance, ou les personnes qui peuvent vous aider à exprimer ce que vous n'arrivez pas à exprimer tout seul. Et donc la question que je souhaiterais vous poser, c'est que nous avons en France tendance à traduire des demandes en revendications et en processus, en procédure, éventuellement même en procédure judiciaire. Ne croyez-vous pas que le moment est venu de réfléchir ensemble au mode alternatif d'appropriation, de partage, d'expression, de manière à ce que, concrètement, nous puissions faire vivre ce que demandent nos concitoyens, en particulier quand ils sont fragiles? C'est la vraie question. Nous, on avait été très frappés par des études comparatives de voir qu'en réalité, en France, la problématique de nos jeunes était un problème d'identité d'eux-mêmes et un problème de mésestime de soi. C'est-à-dire que tout notre système amène la mésestime de soi. Par rapport à d'autres systèmes qui ont d'autres inconvénients. Mais si vous prenez le système anglo-saxon, américain ou canadien,
Au contraire, on valorise la confiance en soi, quelquefois à l'excès, et on tombe dans le narcissisme, etc., etc. La vraie question, c'est que si on ne travaille pas sur ces parcours éducatifs de valoriser l'identité des individus, si on n'a pas une recherche sur quelle est ma propre identité, qu'est-ce qui fait ma propre culture, mais pas avec un concept d'identité française qui est figé, puisqu'en réalité, dans les parcours professionnels, on a des identités glissantes. Tous nos enfants qui passent des années à l'étranger, etc., ils sont français, etc. C'est-à-dire qu'ils sont français, ils sont américains, ils sont canadiens, ils ont tous une part de... Mais si vous n'avez pas une identité forte, c'est difficile de partager avec l'autre. Parce que je ne sais pas ce que je peux concéder sans remettre en cause ma propre identité, ce que je peux demander à l'autre sans lui remettre en cause sa propre identité. Et on voit bien que la France, qui a en réalité souhaité faire des citoyens obéissants et respectueux de l'ordre, tout le système a peur de l'innovation, a peur du rebelle. La France a été construite sur la gestion d'un pouvoir central qui écrasait les contre-pouvoirs. Et donc on voit bien que toute anormalité crée une perturbation du système. Et là, on est dans un moment où ce que vous dites, je crois qu'il y a ce problème. La deuxième chose sur la mésestime de soi, c'est quelque chose qui est extrêmement préoccupant parce que si vous n'avez pas confiance en vous-même, vous n'avez pas confiance dans votre capacité à nouer une solution avec l'autre. Et donc, vous êtes dans la situation du faible qui cherche à instrumentaliser l'effet de la justice pour punir le fort. Et on est dans la contestation. Et on est dans l'usage abusif des procédures, plus par défaut de ma capacité à nouer un dialogue, par mon incapacité de faire confiance à l'autre, et parce que je suis dans un rapport de force. Dans le dialogue social que nous avons en France, c'est assez fascinant de voir que le monde patronal, trop souvent, considère les syndicats, etc., et vice-versa. Et que le système considère les syndicats comme des empêcheurs de tourner en rond et non pas des capacités de contribution. Parce que la vérité s'impose au niveau central et elle doit s'imposer au niveau... On est en train de changer de ça. Ce système est en train de basculer. On passe d'une société verticale à une société horizontale. Et donc je crois qu'on va voir réémerger de nouvelles formes de dialogue, de nouvelles formes de médiation, de nouvelles formes de modes alternatifs. Mais c'est un sujet compliqué, vous l'évoquez, monsieur. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la justice restaurative et la pédagogie de la peine pour les problèmes de prison. Mais l'on s'aperçoit que l'opinion aujourd'hui souhaite enfermer ses peurs derrière les murs de la prison. Ou de l'hôpital, sur la psychiatrique. Quand vous regardez aujourd'hui le monde, comment il est construit? Chute du mur de Berlin il y a 20 ans, formidable aspiration à un monde de paix, et aujourd'hui, des kilomètres de murs qui se construisent dans le monde entier. Pourquoi? Pour éviter l'invasion des émigrés du malheur. Alors que moi, en tant qu'émigré du bonheur, je demande à visiter le monde entier. Donc on est dans un moment fascinant où, ayant perdu le sens des espérances politiques, voire des espérances religieuses, qui apparaissent plus comme un phénomène de guerre ou de rejet de l'autre, etc., on s'aperçoit que cette brutale disparition des espérances fait émerger les peurs, et l'exploitation des peurs est aujourd'hui en train de rejeter l'autre. Et l'on est dans un moment très compliqué parce que ce n'est pas la première fois de l'histoire qu'on a commencé par avoir peur du juif, avoir peur du musulman, avoir peur de l'handicapé, avoir peur du malade psychique, etc., etc. Ça, c'est quelque chose sur lequel nous devons être absolument attentifs à ce que nous devons absolument recréer de nouvelles espérances. Et de nouvelles espérances, c'est si on arrive à montrer par des expériences concrètes qu'il peut y avoir une valorisation, ce que vous disiez, par la différence plutôt que le rejet, voilà, c'est assez fascinant. Et je crois que la jeunesse aujourd'hui peut nous apporter des solutions. Parce que nous, rappelez-vous, on a tous été choqués par des modes d'expression artistique nouvelles. Or, on n'est pas assez attentif à ce que disent les artistes, parce qu'ils mettent en avant. Or, et j'attire votre attention, c'est un phénomène qui me préoccupe, c'est que dans le monde entier aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train d'émerger comme force politique? Les forces anti-système. Donc là aussi, soyons attentifs à ça. Or, si on passe par une évolution du système, et donc votre débat, il est plus nécessaire que jamais pour faire évoluer un système par rapport à une espérance auquel tout le monde aspire. Si on reste figé sur un système qui a tendance à négliger, il va être détruit. Parce que un certain nombre de personnes disent ben pourquoi ne pas passer par la case destruction avant la reconstruction? Et donc le vrai débat aujourd'hui pour les responsables, c'est de savoir si nous faisons évoluer le système ou pas. Et le problème, c'est que nous avons, dans tous les pays démocratiques, on a trop de managers et pas assez de leaders.
Quelle est la différence entre un manager? Un manager, c'est celui qui gère le problème. Un leader, c'est celui qui donne envie. Or, aujourd'hui, dans votre débat, c'est le moment de donner envie et gourmandise de l'autre. Voilà. Donc, je vous invite à être obèse de gourmandise de l'autre. Voilà, je suis désolé, je vais peut-être juste une dernière question de M. Guérin. Oui, bien sûr. Une dernière juste, effectivement, parce que par rapport au fait de donner envie, effectivement, peut-être que la question essentielle, enfin, que nous posons toutes et tous, de toute façon, au fil et à mesure de nos vies, mais ces problématiques nous aident à la poser, c'est la question du sens. Ah oui, évidemment. Et en fait, on ne peut construire et donner envie que si on se pose la question du sens. Et moi, j'aurais envie de dire qu'effectivement, la question du sens, elle se pose principalement aussi par rapport à l'idée que l'on se fait de la dignité humaine. Mais ce concept de dignité, c'est pas la dignité au regard de l'autre. Il y a plusieurs concepts de dignité. Il y en a un qui est le regard porté à l'autre, c'est-à-dire j'accorde à l'autre de la dignité par le regard que je lui porte, qui est un concept absolument catastrophique. Et il y a un concept, je dirais, beaucoup plus exact de la dignité, qui est le fait d'être conscient que la dignité, c'est le fait de faire partie d'une humanité commune tout en défendant l'idée de l'unicité de chacun. Et donc il y a cette idée à la fois de communauté, je reconnais l'autre comme membre de ma communauté, dans une logique et une philosophie humaniste, et en même temps, je lui reconnais qu'il est unique, ce qui semble être paradoxal, mais ce n'est pas du tout paradoxal. C'est un vrai humanisme. Et donc je me disais qu'aujourd'hui, on est dans une tension extrême entre ceux qui, en fait, cherchent à construire du sens à travers cette philosophie-là, et à faire en sorte que nos sociétés, effectivement, ne rétrogradent pas vers une certaine forme de barbarie, dans cette double philosophie de la reconnaissance de l'unicité, de la dignité et de cet humanisme commun, et ceux qui, en même temps, par des pratiques ou par la volonté de détruire le système, vont se tromper, c'est-à-dire vont chercher effectivement la défense de l'unicité et de la singularité dans la destruction d'un système, au lieu d'aider le système à évoluer. Et on a aussi peut-être à réfléchir sur tout ce qu'on appelle nos process. Nous avons tendance aujourd'hui à systématiser énormément pour fonctionner. D'ailleurs, nos systèmes d'information, nos systèmes informatiques, les gens, vous le disiez, au guichet ont tendance à recevoir en ayant une fiche de réception, donc en essayant de remplir cette fiche de manière un peu frénétique et en oubliant la relation. Or, demain, si nous voulons que cette société aille vers le sens et la philosophie que nous indiquions, il y a vraiment à éduquer à la relation à l'autre. Autrement dit, le cœur, c'est l'altérité et c'est la relation. Et donc, je me disais que par rapport à ces tensions, comment pouvons-nous demain nous projeter? Ces tensions entre les pratiques et les idéaux, ces tensions entre l'individu et le groupe social, ces tensions entre l'unicité et l'uniformité, parce que le système adore l'uniformité, parce que l'uniformité est moins onéreuse à gérer, l'unicité est toujours très coûteuse, la singularité est difficile à gérer pour un système. Or, nous devons impérativement défendre ces valeurs qui sont des tensions aujourd'hui, et nous devons au contraire faire en sorte que demain elles ne soient plus en tension. Et donc, il y a certainement une façon de faire pour que notre société, plutôt que de se construire sur la tension, se construise sur l'apaisement et la mise en œuvre de ces valeurs. Et là, vous posez une question redoutable, parce qu'en fait, compte, on n'a pas évoqué un sujet, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir de très belles intentions, une très belle direction, et voir des opinions qui, de toute façon, seront tellement récalcitrantes que je recevais hier Jean-Claude Juncker à la Commission européenne qui m'expliquait qu'il avait été obligé de réunir 6 pays de l'Est et pendant 2 heures, ça a été des invectives parce qu'ils ne pouvaient pas se parler par rapport au flux migratoire. Et donc on voit bien que moi j'ai toujours en phrase, dans cette situation très compliquée dans laquelle nous sommes en train de vivre, j'ai toujours en mémoire cette phrase de Victor Hugo qui disait « Il y a des moments de l'histoire où la foule écrase le peuple ». C'est-à-dire où les mouvements populistes sont en train de détruire ce qui est le fondement même de ce que vous disiez, le sens que l'on doit donner au peuple. Et l'on voit bien qu'aujourd'hui, on aurait beau essayer d'être... Moi, j'ai souhaité mettre des délégués du médiateur dans les prisons, etc., pour la justice restaurative. On voit bien que l'opinion aujourd'hui, dès qu'il y a une tentative de restauration, de pédagogie de la peine, dit « Attendez, non, vous libérez quelqu'un de dangereux ». L'on voit bien que dès que l'on voit quelqu'un de différent sur le plan psy, c'est quelqu'un qui suscite plus un phénomène de dire « Ah, qu'est-ce qui peut m'arriver ?» Et on ne peut pas nier cela. C'est-à-dire qu'on est dans des moments où nos sociétés sont extrêmement préoccupées par un phénomène de progrès qui leur donne la sensation d'un épanouissement individuel
Et dès qu'il y a une différence, ça apparaît comme perturbatrice. Alors le combat que vous indiquiez, mais vous avez fait de la philosophie, c'est que moi je crois que, enfin je suis fasciné par le fait que, par exemple, vous parliez des process. J'ai une formule, mais qui vaut ce qu'elle vaut. Moi je vois bien avec tous les parcours éducatifs de mes enfants et mes petits-enfants, on demande aux enseignants de respecter plus les programmes que les élèves. C'est-à-dire qu'on juge un enseignant s'il a fait son programme. Est-ce que les élèves sont heureux? Je ne sais pas si vous avez vu Les Héritiers, c'est magnifique ce film. Bon. Or je crois que, et c'est compliqué, parce que le prof, évidemment, c'est confortable de faire des notes de français, de mathématiques. Mais si on permettait ce que font dans certains pays, par exemple, Mathieu Ricard m'avait expliqué qu'aux États-Unis, ils avaient des modules selon lesquels, par un test, ils disaient aux enfants, mais en maternelle ou en primaire, tu mets sur une enveloppe la photo de ton copain ou ta copine, celui que tu aimes le mieux, celui que tu n'aimes pas du tout, la personne qui te fait peur, et puis ta vedette préférée. Et il donnait des images en disant, tu distribues ça, sans préparation, 80% des images vont au copain ou à la copine. Il y a un travail de 6 mois, et au bout de 6 mois, ils refont le même exercice, et les enfants ont compris qu'ils devaient partager de façon à être en empathie et en compassion avec l'autre. Donc ça veut dire que, très naturellement, l'individu n'est pas forcément emprunt. L'empathie, c'est quelque chose qui franchit plusieurs stades. C'est pas à vous que je vais apprendre ça. Et donc aujourd'hui, si l'on veut construire cette société où, comme on va gagner moins d'argent, puisque la croissance sera faible, la vraie question, c'est pas plus consommer, c'est mieux vivre. Que la quantité de vie qu'on va vivre à 120 ou 130 ans va nous poser la question de la qualité de vie. On va plus dire « je te souhaite une longue vie ». On va dire « je te souhaite de vivre le mieux possible, le plus longtemps possible ». Et après, comment on fait? Donc on voit bien que cette notion du sens que le donne à ma vie, elle va rentrer. Il y a de plus en plus de jeunes qui préfèrent gagner moins d'argent pour donner plus de sens. On a aujourd'hui des entreprises qui ont compris que le temps qu'elles permettent à leurs salariés de consacrer à des causes humanitaires sont un élément très valorisant pour la performance. Et l'on voit bien que la notion même du regard que l'on porte à la performance va complètement changer. Parce que si on demande aux gens d'être hyper esthétiques le plus longtemps possible et hyper performants le plus longtemps possible, ce double fardeau les écrase. Alors que si l'on dit mais la personne, elle a des talents et ces talents peuvent enrichir, on est dans une approche de partage qui peut donner des chaînes nouvelles. Et moi je partage votre point de vue, mais c'est un vrai combat que l'on doit mener, non pas dans le conflit, parce qu'en France, le débat est aussi un combat. C'est-à-dire que quand on se parle, on ne se parle qu'à condition que l'autre accepte ce que je dis. Sinon, ça ne va pas. Et dans le respect de la différence, il faudrait déjà commencer par là. C'est-à-dire que, voilà, écoute, je suis intelligent, je te dis un truc, si tu n'as rien compris, c'est que tu es con. Voilà. Non, je veux dire, qu'est-ce que l'autre peut m'apporter? Et l'échange, c'est quelle est la vérité que l'autre peut m'apporter par rapport à quelque chose que je n'ai pas. Donc je crois que c'est tout un débat de comportement que l'on doit avoir, mais que l'évolution du numérique, parce qu'en réalité, c'est plus important encore que vous l'imaginez, parce que Einstein, là, quand il disait que la machine allait dépasser l'entendement des hommes, on deviendrait idiot, c'est que maintenant, il y a des tas de gens qui nous disent demain, on sera dirigé par des algorithmes. On me dit que dans des cabinets d'avocats, maintenant, c'est des ordinateurs qui sont capables de tirer les meilleures jurisprudences et les meilleurs arguments par rapport à certains dossiers. Mais il reste toujours la patte humaine. Non, mais je le dis, aux États-Unis, ils ont mis en place un médecin cardio pour le comparer avec des médecins classiques. Ils se sont aperçus que l'ordinateur était capable de traiter 20 fois plus vite des analyses pour apporter des éléments. Vous allez en Corée, etc., on vous met un bandeau et on vous donne la pulsion cérébrale de certaines zones de votre cerveau pour savoir si vous avez une pulsion sexuelle, de peur, etc., etc. Donc ça veut dire que la dimension humaine est plus importante que jamais, parce qu'au moment où on est en train d'humaniser les robots, on est en train de robotiser les hommes. Donc c'est évident que le débat sur l'humanité est plus nécessaire que jamais. Et paradoxalement, le débat sur la personne handicapée n'est pas un débat de compassion sur quelqu'un que l'on doit aider. C'est probablement de retrouver le sens qui doit être au cœur d'un projet de société qu'ont connu certains de mes amis indiens, etc., qui considèrent que toute terre est un facteur d'enrichissement et que tout individu est un facteur d'enrichissement. Et pas un regard sur la différence. D'ailleurs, ils ont une philosophie intéressante, mais qu'on n'imposera jamais en France, c'est que là-bas, le chef, c'est celui qui n'a rien, parce que c'est celui qui donne tout. En France, on voit bien que c'est celui qui garde tout. Voilà. Merci de votre accueil, en tout cas. Merci, monsieur Delevoye. Merci, monsieur Delevoye.